Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce deuxième numéro de l'Hebdo Éco, votre nouveau rendez-vous avec l'économie sur Médien TV. Dans notre premier numéro, nous avions traité de la thématique du climat, COP22 oblige. Pour ce deuxième numéro, nous allons parler de climat, mais des affaires cette fois. La Banque mondiale vient donc de publier son rapport, son très scruté rapport Doing Business 2017. Et une première, le Maroc fait son entrée dans la cour des grands. Il fait son entrée dans le classement global. Nous sommes classés 68e sur les 190 pays que compte ce classement, surclassant même l'Afrique du Sud ou encore le Qatar. Alors comment ce climat des affaires est vécu chez nous? Quel est le rôle et l'impact de ce classement sur l'investissement étranger et surtout marocain? Sur quels critères la Banque mondiale se base-t-elle pour établir ce classement qui est directement impliqué dans la mise en place des réformes à adopter pour améliorer l'environnement des affaires, booster la croissance et bien évidemment créer plus d'emplois? Quelle est la réalité de l'entreprise sur le terrain aujourd'hui? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Philippe de Ménéval. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coordinateur des programmes pour le développement économique et la croissance équitable à la Banque mondiale. Bienvenue. Merci beaucoup. Également avec moi sur le plateau, Monsieur Thamil Maroufi, vous êtes conseiller du chef du gouvernement chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires, également membre du Comité national de l'environnement des affaires, le CNEA. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Également sur ce plateau aujourd'hui, mon confrère de la Vie Éco, journaliste économique, Saad Ben Mansour. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Et bienvenue à vous également. Merci. Pour en savoir plus sur la réalité de l'entreprise, telle que le vit l'entrepreneur, le chef d'entreprise marocain, j'ai également le plaisir de recevoir Monsieur Mohamed El Hayani. Vous êtes expert comptable et commissaire au compte, également auteur d'ouvrages sur l'entreprise. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors tout d'abord, histoire de planter le décor, qu'est-ce que le rapport Doing Business 2017 de la Banque mondiale? Élément de réponse en compagnie d'Oumaïma Sbila. Le Maroc améliore son score. Il gagne 7 places dans le tout dernier rapport Doing Business 2017 publié par la Banque mondiale. Un document très suivi par les gouvernements, aussi bien que par les investisseurs. En effet, le Maroc s'est classé 68e sur 190 pays. Il affiche un score de 67,50 points au lieu de 65,82 en 2016. Il arrive ainsi premier en Afrique du Nord, troisième en Afrique et quatrième dans la région MENA. Au cours des 5 dernières années, le Royaume a amélioré son classement de 29 places, passant de 97e rang en 2012 au 68e actuellement. Dans le détail, cette amélioration du score provient des 5 récentes réformes adoptées et relatives à la simplification de la création d'entreprises, l'enregistrement de titres fonciers, la mise en place d'un système d'évaluation de la solvabilité des emprunteurs, la protection des actionnaires minoritaires et la simplification des procédures d'importation. En effet, le rapport Doing Business mesure les performances de 190 pays en termes de facilitation des affaires à travers l'évaluation des législations et des mesures administratives adoptées dans 10 domaines en rapport avec la vie des entreprises. La création des entreprises, le commerce transfrontalier, le paiement des impôts, l'octroi de permis de construction, l'obtention des prêts, le règlement de litiges commerciaux, en plus de la gestion des dossiers des entreprises dans une situation difficile. Au niveau mondial, la Nouvelle-Zélande détrône Singapour, passé au 2e rang suivi par le Danemark. Hong Kong occupe le 4e rang devant la Corée du Sud, la Norvège, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Suède et la République de Macédoine. Et les 3 dernières économies du monde selon les critères utilisés par le Doing Business sont la Libye, l'Érythrée et la Somalie. Alors je m'adresse à vous, Monsieur de Ménéval, vu que vous représentez l'institution qui est derrière ce classement. Alors c'est un peu le bulletin d'un pays, ce rapport Doing Business, en tout cas quand on parle d'affaires. Tout d'abord, merci donc de nous avoir reçus pour ce débat et sur ce thème qui, à mon avis, est très intéressant pour un pays comme le Maroc.
Avant de juste faire un point sur Doing Business, je voudrais juste rappeler la Banque mondiale. Où est-ce qu'elle se situe par rapport à la publication d'un rapport comme celui-ci? Nous sommes avant tout une banque, comme le nom l'indique, la banque un peu des États. Et je dirais la majorité de notre activité, c'est de prêter au gouvernement. Hein. On est à peu près 15 à 17 000 personnes qui travaillons à Washington et dans le monde entier. Les 3/4 de l'activité, c'est ces prêts qui sont là pour les infrastructures, pour le développement des activités agricoles, pour le développement de la santé, de l'éducation, et il y a une troisième partie qui est effectivement le développement économique, le développement du secteur financier et la gouvernance. Ce rapport, il s'inscrit dans ce troisième pilier de la Banque mondiale. Il y a une équipe qui est à Washington, qui le prépare et qui est indépendante des équipes qui font l'assistance technique sur le terrain. Donc moi, je suis sur le terrain, je suis sur le Maroc. Je peux vous garantir que nous avons une équipe à Washington avec qui les relations sont, comme diraient les Américains, at arm's length, à distance, toute indépendance. Et donc cette équipe, elle produit maintenant ce rapport depuis 10 ans, du Doing Business, qui a commencé en 2005. À l'époque, il y avait une 44 pays, si mes souvenirs sont bons, qui étaient dans le premier rapport. Maintenant, on est arrivé à 190 pays. On est passé, je crois, de 6 ou 7 indicateurs à une dizaine. Ils ont été complètement remodelés, améliorés, affinés au fur et à mesure. Alors, vous évoquez justement le rôle de ce rapport pour les banques, pour les prêteurs, pour justement ces bailleurs de fonds. Est-ce que ce classement joue un rôle pour emprunter? Non, il est complètement déconnecté. Il y a justement, je dirais même une interdiction de lier nos prêts, en tout cas les prêts de la Banque mondiale, par rapport à des études que nous faisons nous-mêmes. Après, que des banques commerciales, que des investisseurs étrangers se réfèrent à ce rapport, j'allais dire, oui, hein, je pense qu'on pourra en parler. Il y a des agences de notation internationale qui vont donner une note différente au pays suivant un rapport comme celui-ci. Comme celui-ci. Ouais. Et il y a également l'autre volet de ce rapport. Nous parlons bien évidemment du climat des affaires, de la création d'entreprises, de l'investissement. Est-ce que finalement ce rapport joue un rôle dans la création d'entreprises, Monsieur Marofi? Merci Madame. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation et de féliciter pour cette nouvelle émission. Je vous souhaite plein succès pour les prochaines éditions. Je souhaiterais tout d'abord réagir par rapport au reportage. Le rapport Doing Business, qui a justement plusieurs années derrière lui, le rapport a commencé exactement en 2002. Mais les premières éditions, il n'y avait pas de classement. C'était en fait un rapport qui décrivait un peu l'environnement des affaires dans un certain nombre de pays et d'économies, comme l'a dit M. de Meneval. Il y avait une quarantaine de pays qui étaient à ce moment-là pris en compte dans le cadre de l'analyse. À partir de 2004-2005, il y a eu l'introduction de cette notion de classement des économies et des pays. Et de là, le rapport a eu un intérêt important au niveau international. Pourquoi? Pour l'investisseur international étranger? Pour plusieurs raisons. Moi, je vous parlerai comment, après maintenant 14 éditions sur les classements, etc., comment les choses évoluent. Maintenant, le rapport, il est fortement médiatisé. Il est largement médiatisé, utilisé par, comme l'a dit M. de Meneval, par les agences de notation, qui évaluent un certain nombre de risques pays par rapport au classement des pays dans ce rapport et par rapport à ces indicateurs-là. Il y a également les bailleurs de fonds. Et il y a également les institutions internationales. Il y a les investisseurs institutionnels, les investisseurs privés. Sincèrement, quand on souhaite investir quelque part dans un pays, la première des choses et le premier réflexe est généralement de commencer à chercher ces rapports, ces classements, et de situer les pays par rapport aux pays concurrents ou par rapport aux différents choix possibles. Mais également un aspect important, c'est que maintenant, il n'y a pas que le Doing Business. Au niveau des services du chef de gouvernement, nous avons une cellule qui travaille sur l'image du Maroc à l'international. Je peux vous dire, madame, que nous avons comptabilisé quelque chose comme 130 rapports à l'international sur différentes thématiques et différentes catégories. Ça va de développement humain, de l'économie, les nouvelles technologies, énormément de thématiques qui sont maintenant évaluées et les pays sont classés. D'où l'intérêt de suivre l'image du pays, de suivre l'image du Maroc à l'international. Donc, est-ce que c'est pas le... monsieur... Non, moi je voulais simplement réagir par rapport à ce lien qu'on pourrait être amené à faire entre un rapport, un classement et l'investissement étranger. À première vue, moi je dis le Doing Business, on le sait, c'est un rapport, il faut, juste pour donner
la vraie portée de ce rapport. Ce rapport, il mesure quoi? En fait, il mesure, non, contrairement à son nom, qui peut nous amener à croire que doing business, faire des affaires, donc on va aller chez les gens qui font les affaires pour leur dire, alors, est-ce que vous arrivez à faire de bonnes affaires au Maroc? Est-ce que c'est facile de faire des bonnes affaires? Non. Je pense qu'au niveau méthodologie, c'est bien de le rappeler. Oui, oui. Je parle sous le contrôle de M. de Meneval. Le rapport, la collecte de données, c'est-à-dire on ne va pas questionner les chefs d'entreprise. Ça, c'est quelque chose de fondamental qu'il faut dire et rappeler. Le doing business et l'info est collectée auprès d'administrations, auprès de ministères, auprès de départements publics, auprès d'experts pour voir avec eux les réformes qui sont mises, comment elles avancent ou les réformes à venir. Mais est-ce que ces réformes, et c'est un rapport qui ne s'adresse, en tout cas, ce que moi je lis dans le rapport de Doing Business lui-même, donc les rédacteurs de Doing Business, ils disent à qui s'adresse ce rapport, à qui s'adresse le Doing Business. Et ils écrivent clairement, et c'est tout à leur honneur, le Doing Business s'adresse aux politiciens et aux chercheurs. Et surtout pas aux chefs d'entreprise, aux investisseurs étrangers. C'est une typologie de notation d'un pays, tout simplement. Exact. Mais dire, par exemple, qu'il ne s'adresse pas aux chefs d'entreprise, si, il s'adresse aux chefs d'entreprise, notamment les investisseurs étrangers. En tant que vous vivez un peu au quotidien avec les chefs d'entreprise. Les investisseurs qui vous contactent pour investir au Maroc, avant de vous contacter, ils ont déjà lu justement de la notation, comme dans les réseaux sociaux d'ailleurs. Maintenant, vous avez compris qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont notées sur les réseaux sociaux pour justement travailler avec eux. C'est la même chose. Quelqu'un qui est à l'étranger, par exemple, le Marocain, il connaît bien le marché marocain, mais quelqu'un qui est à l'étranger, la première des choses, il va voir quelle est la notation de ce pays. S'il est bien noté et on est à 68, il se dit, bon, très bien, donc je peux aller investir dans ce pays-là. Pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, noté, c'est pas pour une agence de notation. Là, nous sommes dans un classement. Justement, juste pour revenir, pour qu'on comprenne un peu, vous avez parlé de méthodologie. Je m'adresse à monsieur de Meneval. Quelle est votre méthodologie? Comment, sans trop rentrer dans les termes très techniques, j'imagine que ça doit être très compliqué, mais comment mesurez-vous ces critères-là que nous venons de voir dans le reportage, ces 10 indicateurs, comment vous les calculez? Alors, cette méthodologie, en fait, effectivement, il y a d'autres rapports de la Banque mondiale, et je dirais qu'elle est intéressante parce qu'elle se situe au niveau, s'il y a des analyses macro de pays qui regardent les grands indicateurs économiques, on a beaucoup d'enquêtes entreprises qui sont très micro, où là on va voir les entreprises, on pose une batterie de 100 questions et on rentre dans le détail. Comment percevez-vous les changements récents, votre fiscalité, l'impact, l'accès au terrain, etc. Ça, c'est un rapport qui est mezzo, je dirais, au milieu, et qui donc effectivement ne s'adresse pas directement aux entreprises comme une enquête entreprise, nous avons d'autres rapports pour cela, mais qui lui s'adresse à des professionnels comme des experts comptables, des juristes, des architectes, des transitaires, tous ces intermédiaires qui, parce que eux, ils traitent avec des centaines d'entreprises au jour le jour, sont capables de donner des données assez rapides et sans qu'un rapport comme ça soit trop compliqué à mettre en œuvre. Donc paradoxalement, c'est pas un rapport paradoxalement, vous le dites, parce qu'on dit doing business, donc on comprend automatiquement que c'est pour. Est-ce qu'on peut faire des affaires dans ce pays? Oui, si vous interrogez, je pense, les avocats, les experts comptables, les transitaires, toutes ces professions intermédiaires, ils vont vous donner une vision assez juste en réalité de ce que peut faire un pays. C'est juste par rapport pour nuancer mes propos, mes premiers propos, c'est-à-dire mes propos n'enlèvent rien à la pertinence de ce rapport, sauf que il ne faut pas prendre le doing business comme étant le document maître qui va parler de l'attractivité du Maroc. Je vous donne juste deux exemples rapides. Quand on veut faire du business, bien sûr, on voit les réformes qui sont mises en chantier par le gouvernement marocain pour donner de la visibilité sur cet environnement dans lequel on va venir investir. C'est clair. Mais faire du business, c'est aussi l'investisseur. Il a besoin d'informations sur l'état de la concurrence, la réglementation sur la concurrence, de l'information sur le marché. Éventuellement, si l'investisseur vient pour travailler sur le marché marocain, il a besoin d'avoir des informations sur ce marché marocain. C'est ça le doing the business. Pour faire des affaires, il faut savoir exact. Les délais de paiement. Les délais de paiement, à la limite, pour les délais de paiement, effectivement, c'est couvert un peu par le doing business, un peu approché. Mais
Et c'est aussi, et là la Banque mondiale le fait, un rapport sur la connectivité du pays, c'est-à-dire infrastructure. Est-ce que moi je vais venir m'installer au Maroc? Est-ce que je peux rapidement, je suis à combien d'heures par exemple, de mon fournisseur ou de mon client qui est à Vigo ou qui est à Valence ou qui est à Paris? Il a besoin d'avoir une information primordiale, les compétences. Il va venir investir au Maroc, où va-t-il trouver des compétences et les profils dont il aura besoin? Donc, tout ça, je ne dis pas. Bien sûr, le Doing Business, il le dit, c'est un parti pris méthodo. Le Doing Business, ils savent de quoi ils traitent. Et puis, maintenant, juste un petit exemple très rapide, un contre-exemple. Quand vous prenez le classement des 190 pays du Doing Business, et on essaie de le transposer avec le classement des IDE dans le monde, qui est produit par la CNUSED. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Par exemple, qu'un pays comme la Roumanie, qui est classé bien devant nous, à la 36e place, il a des 3,4 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Et le Maroc, qui est classé 68e, on a 3,1 milliards de dirhams. Et j'irai même moins. J'irai même plus, l'île Maurice, 200 millions de dollars. Nous faisons beaucoup plus que l'île Maurice, qui est mieux classée que nous dans le Doing Business. On se base quand même sur ce Doing Business, monsieur Maalofi. Tout à fait. En fait, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que vient de dire monsieur Ben Mansour, et il a raison. Des remarques très pertinentes, voilà, monsieur Ben tout à fait. Parce qu'en fait, le Doing Business, il faut le considérer à sa juste valeur. En fait, c'est une première évaluation, une évaluation parmi d'autres. Quand vous parlez des investissements directs étrangers, effectivement, il y a plusieurs déterminants. On ne vient pas investir dans un pays parce qu'il est classé dans un tel rang au niveau du Doing Business. Il y a plusieurs facteurs, plusieurs déterminants. Mais le Doing Business en est un. L'essentiel pour le Maroc, et si vous voyez un peu l'évolution, c'est que c'est une évolution qu'on a inscrite dans le temps, mais c'est une amélioration continue. C'est-à-dire qu'on a pu gagner sur les 5... Mais de 2000... Vous avez le reportage. De 2016 à 2017, on n'a pas bougé. On est resté à la 68e place. On a bougé. Il y a un petit cafouillage en plus en 2014 quand on a refait les batteries de critères. Il faut peut-être expliquer que ce rapport, la Banque mondiale est la première à dire qu'il n'est pas parfait, qu'il ne mesure pas tout. Ça, je vais vous dire, on vous le dit tout de suite. Et effectivement, on pourra parler après de la concurrence, des réglementations du travail, de l'accès à la formation. Ce sont des gros problèmes. Mais ce rapport, depuis 4-5 ans, avait passé par un processus de changement méthodologique, de mise à niveau d'un certain nombre d'indicateurs, qui fait qu'effectivement, la comparabilité d'une année sur l'autre a été un petit peu troublée au fur et à mesure. Maintenant, sur le Maroc, on pourra en parler juste pour finir. Sur le Maroc, si on regarde depuis 6-7 ans, il y a quand même un changement majeur qui s'est passé dans ce classement et sur lequel on peut revenir et sur lequel Monsieur Riani, depuis tout à l'heure, moi je dis une chose, c'est que moi je dis que la législation d'un pays avance au rythme de ce pays. Une législation marocaine va avancer au rythme du Maroc, bien évidemment. L'ensemble de questions que nous posent les investisseurs, que ce soit un investisseur national résidant au Maroc ou des Marocains résidant à l'étranger ou un étranger, c'est que d'abord sécuriser son investissement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un tas d'outils qui sont mis en application pour justement protéger son bien, son investissement. Lorsqu'on se lance dans un pays, que ce soit un investisseur national ou à l'étranger, c'est le marché. Le marché, il est pareil, que ce soit un marché marocain. Quand il vient au Maroc, il connaît le marché marocain. Quand il vient dans un autre marché, il sait. Mais la question qui se pose maintenant, c'est la législation applicable. Mais quand je vais me lancer, par exemple, à aller investir dans un pays, je m'attends au marché parce que j'ai étudié le marché. Mais en revanche, il ne faut pas que je sois découragé par la législation qui est mise en place. Mais toutefois, il faut préciser quand même, il y a eu quand même une sacrée amélioration en termes de législation au Maroc. C'est-à-dire que le droit des affaires a été amélioré, une fiscalité qui s'améliore de petit à petit, on commence quand même à passer à la dématérialisation des administrations publiques, que maintenant on essaie toujours d'éviter aux investisseurs, parce que le souci d'un investisseur, c'est fructifier son entreprise, et non pas aller dans une administration publique, faire la queue, signer des documents, loin de là. Mais là, il faudra justement lui apporter la solution, clé en main, lui dire, voilà, depuis votre bureau, vous pouvez faire un tas de démarches sans vous déplacer, sauf en cas d'urgence. C'est ça le chantier où il y a, une urgence à faire. C'est le chantier de faciliter la tâche à un chef d'entreprise et le laisser avec d'autres soucis. Et pas aussi, effectivement, le benchmarker avec d'autres pays. Évidemment. Justement, nous allons juste prendre une petite pause et nous allons revenir à ce benchmark que vous venez de soulever parce qu'il est important de se comparer aux autres juste après cette petite pause pub. À tout de suite.
Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue à ce deuxième numéro de l'Hebdo Écho que nous consacrons aujourd'hui à ce rapport Doing Business de la Banque mondiale et plus généralement au climat des affaires au Maroc. Alors avant la pause, nous parlions avec Monsieur Ben Mansour du benchmark du modèle marocain ou en tout cas du benchmark Inside dans le modèle marocain. Oui, c'est-à-dire effectivement quand on parle de classement, il est naturel et inévitable que les Marocains vont se dire oui, on est classé, oui, on est avant les tels pays, après tel pays. C'est inévitable. Maintenant, et c'est un peu le côté, je dirais, l'aspect un peu pratique et commode de ce doing business, c'est que finalement, on compare des choses qui sont comparables. C'est-à-dire, effectivement, on va pas, il y a une grande différence entre le Maroc et la Pologne ou le Portugal ou la Bulgarie. Enfin, chaque pays a ses propres spécificités. Mais comme nous avons un peu, en quelque sorte, éliminé les spécificités pour dire, c'est juste, on parle de réforme. Tel pays il a lancé combien de réformes ont abouti, etc. C'est un peu, ça c'est effectivement c'est l'aspect un peu facile. Maintenant, pour benchmarker juste en soi, ça ne sert à rien si ce n'est pas pour avancer. Donc on peut benchmarker bien chez nous. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de le CNEA n'a pas fait que il a fait aboutir des réformes. Mais il y a beaucoup de choses qui sont encore dans le pipe, il y a même beaucoup de choses qui sont très en retard. Le CNEA n'a pas réussi tous les chantiers qu'il a lancés. Donc on peut bien benchmarker aussi au Maroc en disant pourquoi telle réforme, qu'est-ce qui a fait, quels sont les ingrédients qui ont fait que telle réforme a réussi et est-ce qu'on peut s'en inspirer pour faire réussir Naturellement, on parle ici de l'élément de l'insolvabilité et également du système fiscal, des délais de paiement, des lois. Vous me permettez d'ouvrir très rapidement une parenthèse parce pour dire que... Monsieur Marofi, s'impatiente. On est incorrigibles, nous autres journalistes. Mais par exemple, quand on dit, oui, grosso modo, depuis 2009, c'est vrai, il y a une tendance, ça s'est amélioré, c'est clair, personne ne le contestera. Mais à l'intérieur, il y a des régressions. Et une des régressions majeures, je dirais, et je pense que tout c'est partagé, en 2009, pour ce qui est du règlement de l'insolvabilité, nous étions classés 64e. En 2017, on est classé 131e. On a perdu des places. On a beaucoup régressé. Oui. Et c'est là où je parle de... Qu'est-ce qui fait que le Maroc est avancé sur d'autres volets, d'autres aspects. Avancé et rapidement, parce qu'il y a eu vraiment des avancées impressionnantes on devrait s'en inspirer. Monsieur Marofi. Moi, ce que je souhaiterais signaler ici, pour répondre à M. Ben Mansour, vous savez ce qu'on a gagné au Maroc? C'est la dynamique de réforme et la dynamique de production de réforme à travers cette réussite de ce modèle qui est le Comité national de l'environnement des affaires. Et faisons un peu d'histoire. La CNEA a été créée en 2010. Effectivement, à un moment donné, le classement au niveau international de Doing Business, nous étions à la 129e place et on faisait du statu quo. Vous savez, Doing Business 2009, 2008, 2010, on oscillait entre 128 et 129. On faisait du surplace. Être classé 129e mondial, vous perdez toute crédibilité à l'international. Vous essayez de parler de vos réformes, de ce que vous faites en interne, vous faites énormément de choses que vous essayez d'évoluer, de développer, etc. Mais que vous le voulez au plat, et les gens regardent votre classement, ils disent « Ah, à un moment donné, la Tunisie était 48e, vous étiez 128e. Et un pays comme l'Arabie Saoudite était 12e. Et les pays du Golfe en général étaient dans le top 30. Mais les choses ont bien changé depuis. Parlons d'aujourd'hui, parce qu'il nous reste très peu de temps. C'est de cela que je souhaite parler. C'est cette dynamique de réforme que nous avons réussi à mettre en place en l'espace de 5 ans. Vous avez parlé de l'insolvabilité, vous avez parlé peut-être de ce projet qui a peut-être pris de retard, mais parlons de l'ICE. Parlons du RGC, Règlement Général de Construction. Oui. On a peut-être régressé de 61 places à 130. Mais qu'est-ce qui a fait? Pourquoi nous régressons, Monsieur Maloufi? Je suis en train d'expliquer ça. Oui. Sur les autorisations de construction, par exemple, c'est un texte qui a été attendu depuis 1993, une vingtaine d'années. Sur l'ICE, l'identifiant commun d'entreprise minimum, depuis 2004-2005. Et il a abouti une fois qu'on l'a programmé au niveau du Comité national de l'environnement des affaires. Pourquoi? C'est ça la grande question. Parce que tout simplement, on a réussi à développer une démarche de travail collaboratif entre les différentes parties prenantes au sein du comité. Et j'ai parlé tout à l'heure du fait que maintenant un texte de loi, quand on essaie de l'élaborer, c'est une nouvelle approche. C'est une approche où tout le monde est impliqué depuis l'analyse du texte actuel jusqu'à la production de cette loi, ou de ce projet de loi.
qui va cibler les normes et qui va être de qualité et encore une fois, qui va être opérationnel. À quoi bon produire des réformes, des lois qui ne vont pas être pratiquées, qui ne vont pas être... Justement, ça nous amène à parler des délais de paiement et autres lois qui ne sont pas appliquées, Monsieur Hiyani. En fait, effectivement, il y a comme je l'ai dit tout à l'heure, on avance au rythme de son pays. D'accord. À propos des délais de paiement, c'est vrai qu'il y a des lois. Mais dans la pratique, c'est loin d'être appliqué. Pourquoi? Parce qu'un chef d'entreprise, il a son souci de trésorerie. Donc il a un souci de trésorerie. Effectivement, il faut qu'il respecte la loi, mais il vous dira très simplement, il vous dit, moi si je commence à respecter la loi, autrement dit, le délai de paiement, s'il y a un retard, on applique les pénalités de retard. Ben, si vous appliquez aujourd'hui les pénalités de retard, demain vous n'aurez plus de clients. Mais ça, c'est inévitable. C'est la pratique du marché marocain. Moi, à mon avis, excusez-moi, je vous ai coupé, mais à mon avis, le texte sur les délais de paiement, il est bon en soi parce que tous les pays n'ont pas ce... Il faut assainir le tissu économique. Maintenant, ce qui a fait, le petit détail qui a fait que la communauté des affaires s'est dit, bon, c'est inapplicable de toutes les façons, un seul détail, c'est que l'État lui-même s'est dit, moi je suis hors jeu. Je ne suis pas concerné. Non, attendez. Non, mais bien sûr. Non, après. L'État est vraiment. Non, absolument. Non, attendez. Non, parce qu'ils ne sont pas payés par les administrations publiques. Ça, c'était pour la première version. Maintenant, il y a une amélioration. Et après, les gens s'est engagé justement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont un monoclient, c'est l'État. Ils ont un seul client. Est-ce que l'État est un bon payeur? Comment? Oui, l'État est un bon payeur, c'est-à-dire il finit toujours par payer. Monsieur Benassoch, il répond... Non, parce que moi je parle en tant que fournisseur de l'État, par ailleurs. Enfin, on a des... Donc c'est un bon payeur. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec l'État, ils vous diront, toutes les entreprises qui travaillent avec l'État, ils vous diront, l'État est un payeur, mais il faut avoir un bon fonds de roulement. C'est-à-dire il faut avoir une réserve d'un certain nombre de mois pour justement faire face à des engagements futurs. Mais on sera payé. Mais sauf que là, comme je dis encore une fois, il faut faire une bonne gestion de son fonds de roulement. Monsieur de Meneval. L'État est pour moi un payeur qui ne paye pas à temps, même s'il paye in fine, c'est un mauvais payeur quand même. Et là, l'État est quand même un des acteurs économiques qui, à mon avis, est en retard par rapport aux besoins des entreprises. Il est infaillible. Il est infaillible. Vous avez, et nous, on fait des analyses en termes de surcoût, parce que l'État, du coup, paye ses marchés publics 4 à 5%, puisque les entreprises intègrent ces délais de paiement dans leurs offres. Donc on a une dépense publique qui est probablement exagérée de 4 à 5% de la masse totale de l'investissement public, ce qui est quand même beaucoup si on regarde en termes de chiffres. Donc améliorer les délais de paiement, et là c'est pas que d'ailleurs que l'État, c'est aussi beaucoup en fait les municipalités, hein, c'est beaucoup les collectivités territoriales qui sont, je pense, encore plus en retard. Et ça, c'est un autre chantier de réforme, c'est extrêmement compliqué. Il y a toute une machinerie administrative à remettre peut-être à niveau à l'intérieur de toutes ces collectivités territoriales. À l'État, je dois dire qu'effectivement, c'est quand même amélioré ces derniers temps, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est handicapant pour les PME, PMI. Et puis, pour finir juste d'un point, les grandes entreprises, moi j'en connais certaines, je les vois, ils me disent, nous, de toutes les manières, par principe, on paye à 200 jours, on n'a pas... C'est comme ça, c'est notre gestion de trésorerie. Bon, je leur dis, vous payez à 200 jours, très bien, mais quel impact sur les PME qui en pâtissent, malheureusement, les TPE. Ce sont les petites structures qui en pâtissent, qui souffrent justement de la trésorerie. On a eu quand même plus de 5500 entreprises qui ont mis la clé sous le paillasson en 2015, sachant qu'on n'a pas de chiffres officiels du CGEM, de la CGEM, ce n'est que des chiffres de bureaux d'études. Monsieur Malofé. Si vous permettez, comment on peut remédier à ce type de problématique, qu'il s'agit par exemple des délais de paiement ou autres réformes de pouvoir être sûr, est-ce que c'est appliqué, c'est pas appliqué, respecté, c'est pas respecté? C'est en fait en essayant de développer toute une chaîne. Puisque pour réformer, on écoute le secteur privé, et c'est ce qu'il faut prioritairement pour voir quelles sont les contraintes à l'entrepreneur au Maroc et pouvoir programmer des réformes. Même en fin de boucle, une fois qu'on produit la réforme, une fois que la réforme elle est opérationnelle, il va falloir avoir un système de performance, de mesure de performance, des indicateurs de performance qui sont correctement établis pour mesurer est-ce que la réforme, est-ce que la loi est opérationnelle et est-ce qu'elle remplit la mission, est-ce qu'elle peut répondre à la problématique initiale. En tout cas, au niveau du Comité national de l'environnement des affaires, c'est la démarche que nous essayons de mettre en place. On part depuis l'identification de la lacune, du problème, de la contrainte à l'entrepreneuriat avec nos partenaires du secteur privé. Parce que le CNEA, c'est quoi? C'est avant tout une plateforme de dialogue public-privé.
où le privé s'exprime sur ses besoins, sur ses difficultés, où le public doit lui rendre la vie facile pour investir. Excusez-moi de vous interrompre, comment évaluez-vous, juste parce que sur ce point de dialogue public-privé, comment est ce dialogue aujourd'hui? Est-ce qu'il est fluide? Est-ce que vous arrivez à établir un dialogue constructif? En tout cas, si vous regardez un peu notre plan d'action 2016, on a réservé tout un projet sur l'écoute du secteur privé marocain. Nous travaillons actuellement avec notre partenaire qui est la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, avec laquelle on tient des réunions et des séances de travail où les hommes d'affaires se prononcent sur un certain nombre de problématiques qui concernent les marchés publics, qui concernent les délais de paiement, qui concernent la trésorerie de l'entreprise. Je pense durant les 5 dernières années, beaucoup de choses ont été faites sur la trésorerie de l'entreprise, sur la récupération des TVA, sur le butoir, sur les retards de paiement. Sur la fiscalité, on va y arriver. Alors, un autre aspect important, c'est d'écouter la petite et moyenne entreprise marocaine, ces structures fragiles qui a besoin d'être appuyées, écoutées pour justement le chef d'entreprise qui n'a qu'une personne ou 2 ou 3 avec lui, qu'il reste concentré sur sa mission, sur la production de richesses, au lieu de faire le tour des administrations à chercher un certificat ou à accomplir une procédure. Donc, l'environnement des affaires, c'est ça avant tout, c'est de pouvoir identifier la lacune et répondre par une réforme et s'assurer que la réforme a été opérationnel. Et là, je termine, si vous permettez, je termine par ça. Pourquoi le RGC a été une réussite? Pourquoi on est 18e sur les autorisations de construction? Parce que au niveau du Comité national de l'environnement des affaires, je pense 2013 ou 2014, si je ne me trompe pas, il y avait ce projet production du RGC, du décret ou du cadre légal ou réglementaire. Mais on ne s'est pas arrêté à la production de la loi, à la réforme. Sur instruction du monsieur chef de gouvernement, il nous avait demandé, pour les plans d'action suivants, de vérifier sur le terrain est-ce que la réforme a été réalisée. Et il y a une autre approche importante pour le CNEA, la régionalisation. Vous savez, madame, nous avons le Comité national de l'environnement des affaires, mais actuellement, valeur aujourd'hui, le Maroc, en 5 ans, il a créé 11 comités régionaux de l'environnement des affaires, dont notamment celui de Casablanca qui prend le lead. Actif, oui. Aujourd'hui, il y a une réunion sur le lancement de son plan d'action 2016. Parfaitement d'accord. Vous avez parfaitement d'accord dans tout ce que vous venez de dire, s'assurer que les réformes sont opérationnelles. Mais quand elles sont opérationnelles, il faut s'assurer aussi et enfin que les chefs d'entreprise, premiers concernés, soient au courant et informés. Parce qu'aujourd'hui, sur beaucoup de chantiers, des réformes qui ont été lancées, il faut savoir que le chef de la PME qui est un peu quelque part, pas forcément à Casablanca, mais quelque part très loin de l'axe Karabakh-Casa, mais il se trouve très souvent qu'il n'est pas informé de ces changements. Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvrirai. Je dirais changer, ça veut dire qu'il y a même il y a des chefs d'entreprise qui sont obligés par obligation d'aller à la pêche de l'information. Je veux dire, c'est inévitable. Il y a aussi des instances, je veux dire, une instance comme l'ordre des experts comptables qui ne cesse de transmettre des informations aux chefs d'entreprise et les sensibiliser. Nous sommes des gens du terrain, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une information qui intéresse un chef d'entreprise, on ne cesse de transmettre cette information. Est-ce que vous trouvez oreille bien sûr. Mais évidemment, bien sûr. Un expert comptable comme son instance, l'ordre des experts comptables, il transmet cette information à l'ensemble, tout l'ensemble des consoeurs et des confrères, transmet cette information à l'ensemble des chefs d'entreprise pour les sensibiliser sur la gestion, sur le management au sein de l'entreprise et bien sûr en tout cas, c'est un point faible, peut-être une limite que les rédacteurs même du rapport de Doing Business, reconnaissent. C'est-à-dire, ils disent il faut quand même que les réformes soient suffisamment bien connues, communiquées, expliquées. Il y a même, si vous permettez, il y a mieux. C'est sur quoi travaille maintenant je suis en train de parler maintenant du futur. Et j'aimerais bien qu'on soit optimiste par rapport à ce qui va venir et comment on va aborder 5 prochaines années au terme d'amélioration de l'environnement des affaires, tout en capitalisant sur ces 5 années passées dans le cadre des travaux du Comité national de l'environnement des affaires. Alors, on a tiré quand même des conclusions, on a essayé d'analyser ce qu'on a fait pendant 5 ans. Alors, ce que vous dites est très juste. Effectivement, est-ce que le secteur privé, notamment la PME-PMI, notamment les hommes d'affaires, sont suffisamment impliqués dans cette dynamique de changement, dynamique d'amélioration? Effectivement, la réponse est non. Il va falloir faire des efforts sur ça. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit de faire et sur ces aspects-là, je pense que la Banque mondiale est un de nos partenaires. Ce que nous ambitionnons,
c'est de développer une stratégie d'amélioration de l'environnement des affaires, c'est-à-dire d'avoir une visibilité sur les 5 prochaines années en termes de priorisation de notre action et d'amélioration de l'environnement des affaires. Et comment on peut faire ça? Deux choses, deux aspects. Analyser l'environnement national à travers des enquêtes, à travers une écoute développée auprès des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Deuxième aspect, rester collé à ce qui se passe à l'international, avoir une certaine veille, avoir un certain suivi de l'image du Maroc à l'international et essayer d'améliorer, de réformer avec la cadence des autres et en suivant la cadence des autres. Parce que justement, le doing business, vous avez tout à l'heure une phrase, et je ne suis pas d'accord, vous avez dit que le doing business n'est produit que pour les politiciens et les chercheurs ou les académiciens. Ouais. Ce n'est pas vrai, monsieur, du tout. Au moins, il sert les pays réformateurs. Nous travaillons sur cette mine d'or qui est le doing business, parce qu'il vous présente vos insuffisances, vos lacunes, mais en même temps, il vous parle des bonnes idées des autres, il vous inspire. Est-ce qu'il peut être aussi, non, il peut être inspirant également pour d'autres pays? Je parle notamment des pays africains qui peuvent, on le voit, on note un taux de croissance dans plusieurs pays africains qui est assez conséquent. Et puis également, mais quand on voit leur classement dans le doing business, ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Certes, ils en ont parcouru. Je parle bien sûr de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique de l'Ouest, mais également de l'Est. Il y a encore beaucoup à faire, et il y a aussi le modèle marocain qui est à suivre justement dans ces critères que l'on prend en considération dans ce classement de Doing Business. Ce qu'on a justement, le modèle marocain, c'est là où je pense qu'on peut être fier de ce que nous avons réalisé durant les 5 dernières années, c'est que nous avons réussi, et même les experts de la Banque mondiale le reconnaissent, le Maroc est parmi les rares pays qui a su maintenir une cadence. Peut-être on évolue avec un nombre de places moyen de l'ordre de 10 places par an, parce que si on voit un peu depuis 2010, on a évolué de 129e place à la 68e place. Donc on a gagné quelque chose comme 61 places, ce qui nous fait une moyenne annuelle de l'ordre de 10 places. Et il y a d'autres pays africains qui évoluent en dents de scie. Vous savez, parfois ils gagnent 30 places dans un classement, le classement d'après, ils chutent de 15 places, etc. Alors pourquoi ? Parce que justement, est-ce qu'il y a derrière un modèle organisationnel de production de réforme? Est-ce qu'il y a derrière une structure bien établie? C'est là où, parmi les projets sur lesquels travaille la Banque mondiale, c'est tout ce qui est public-private dialogue. Il y a tout un réseau international sur ces entités de dialogue public-privé où le Maroc est toujours cité comme un modèle. Ce qui fait que pas mal de pays africains viennent vers nous pour s'inspirer du modèle marocain. En tout cas, comme on l'a toujours été, on est ouvert sur ces pays-là. On a partagé nos expériences avec nos amis camerounais, sénégalais, égyptiens, etc. L'idée est claire. On reçoit des demandes et on essaie de partager et de s'améliorer nous-mêmes. D'accord. Donc, juste brièvement, peut-être une réaction, monsieur de Meneval, mais vraiment brièvement, on a très une brièvement, minute. oui. Moi, je trouve que le doing business, c'est un rapport qui a ses limites, mais c'est un rapport qui est très clairement utile, je pense, pour la réforme. À mon avis, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Maintenant, je voulais quand même juste mettre aussi l'accent sur le fait qu'il ne mesure pas tout. Il y a des réformes, et j'espère qu'elles seront sur le CNEA à l'avenir, qui peuvent concerner la réglementation du travail, qui peuvent concerner le droit de la concurrence, qui peuvent concerner la formation professionnelle. Ce sont des réformes lourdes, qui ne sont pas peut-être mesurées par ce rapport, mais qui sont très importantes aussi, et j'espère que dans le futur, on pourra aussi les intégrer dans cette démarche, qui à mon avis est une démarche effectivement qui marche, qui est une démarche de dialogue public-privé qui marche. Une démarche qui marche. Monsieur Benoussal, un dernier mot vraiment pour clore la discussion et passer à notre dernière rubrique. Je voudrais signaler un petit paradoxe quand même, enfin une sorte pas d'anomalie, mais c'est paradoxal. Rapidement. On est mal classé sur la partie obtention de prêts. Or, le financement est un gros problème. Paradoxalement, on sait que non, voilà, c'est un peu, c'est les volets qui sont, voilà, c'est très trompeur. Parce que, au fait, c'est pas la facilité d'obtenir des prêts, et c'est surtout, c'est pas des conditions du marché. On parle de la disponibilité de l'information pour quelqu'un sur les emprunteurs. Et c'est très trompeur, par exemple, pour quelqu'un qui va venir, qui est installé ailleurs et qui voit que le Maroc, obtention de prêts, il est parmi les derniers. On a tendance à dire que le secteur bancaire n'est pas bon. Or, paradoxalement, le secteur bancaire marocain est parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur en Afrique. Mais quand on dit accès au financement
financement, c'est faciliter justement d'obtenir ce prêt. Voilà, c'est l'intitulé qui est un peu trompeur. C'est surtout le droit des sûretés. C'est une réforme qui est en cours de développement et vous pouvez probablement voir cet indicateur bouger de manière significative dans les années à venir. Et puis, dernier petit détail, c'est que ce classement gagnerait à être complété par les premiers concernés qui sont les chefs d'entreprise. Il faut leur poser, il faut un jour que nos amis de la Banque mondiale se décident à donner quand même la parole aux chefs d'entreprise pour qu'ils nous disent quel est leur vécu. D'accord. Le dernier mot, on parle des avancées, c'est-à-dire que vraiment rapidement. Concrètement, on le sent sur le terrain, il y a effectivement de très bonnes avancées ces dernières années. Maintenant, il faut monter au cran supérieur, c'est-à-dire aller plus vite dans d'autres réformes et dans d'autres projets également. Alors, nous allons maintenant, je sais que le débat est encore très riche, malheureusement nous sommes assez pris par le temps. Alors, cette émission va se terminer avec un petit tour dans la revue de presse de mes invités. Chaque invité choisit un article qu'il a marqué cette semaine, que ce soit dans la presse nationale ou internationale. Je vais commencer par Monsieur Maalofi qui nous a choisi un article de l'Économiste qui est paru le 2 novembre, donc mardi si je me trompe. L'intitulé de l'article c'est Impôts, nouveaux services en ligne. Et là, bien sûr, nous parlons du télépaiement. Pourquoi cet article en particulier, M. Maalofi? C'est juste pour dire qu'au Maroc, nous avons des champions au niveau national. Et on doit être fiers de nos administrations. On voit l'exemple de la Direction générale des impôts. Très sincèrement, on ne peut que se féliciter par ce qui se fait actuellement en matière de dématérialisation de ce qui est paiement des taxes et impôts. Pourquoi? C'est une procédure qui est utilisée par n'importe quel entrepreneur, par n'importe quel investisseur qui veut s'installer au Maroc. Un jour ou un autre, il doit passer par ça, il doit passer par le paiement de ses taxes et impôts. Et donc, si on voit un peu le classement pour avoir une idée comment les choses ont évolué par rapport à cet indicateur, il y a juste quelques années, nous étions, pour les paiements des taxes et impôts, nous étions à la 128e place mondiale. C'est à peu près le même classement global que nous avions eu il y a quelques années. On est 48e mondial. On est dans les top 40. Pourquoi? Parce que justement, le Maroc a réussi à mettre en place ces systèmes de télérelation, télépaiement. Et aujourd'hui, on assiste à un certain nombre, une panoplie en fait, de services. On a tous payé nos vignettes selon le nouveau modèle. Ça vous évite de vous déplacer déjà en tant que citoyen, en tant qu'homme d'affaires, en tant que responsable d'une entreprise, en tant que quelqu'un qui doit superviser un peu son entreprise et suivre un peu son activité. C'est encore mieux. Et bon, peut-être il y a parmi nous un expert comptable peut parler mieux que moi sur son vécu par rapport à ces systèmes, mais en tout cas, je pense. Et là, je voudrais juste rappeler que le discours de Sa Majesté le Roi lors de l'ouverture de la première session parlementaire où il était question justement de travailler sur les procédures administratives. Et là, je voudrais juste dire qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher un peu plus loin les benchmarks, etc. Nous avons des administrations performantes au niveau des expériences vécues. Permettez-moi de parler de la DGI, permettez-moi de parler de l'administration générale des douanes. C'est un autre sujet. Comme ça, je peux faire le tour de table des articles. Et juste pour terminer, comme a conclu le DG justement de la Direction générale des impôts, l'idée est de faire du paiement de l'impôt un acte agréable. C'est une belle phrase. Après ça ne tient qu'à lui. Alors, Monsieur Hiyani, pour vous, ce ne sera pas un article. Nous allons parler d'un de vos 3 ouvrages, des ouvrages qui s'intéressent aux chefs d'entreprise, à l'entrepreneur, à l'investisseur. Et en l'occurrence, nous allons faire rapidement, nous allons parler de ce bouquin, l'audit fiscal. En fait, ce n'est pas un bouquin, c'est un guide, un guide de contrôle. Exactement. En fait, comme vous savez, la fiscalité est devenue une des préoccupations majeures d'un chef d'entreprise. Et justement, je veux dire, bien gérer sa fiscalité, c'est bien gérer aussi sa finance, gérer sa trésorerie. Il va falloir s'occuper de tout l'aspect fiscal de son entreprise, parce que avec justement la dématérialisation et la télédéclaration, il y aura justement une facilitation d'accès à l'information. Et là aussi, pareil, il faut éviter d'aller à l'administration pour aller chercher un papier. A contrario, il faut aller sur son ordinateur et tirer un tas de documents. J'en parle un petit peu parce que bon, je fais un comparatif à l'étranger, mais je dis que l'audit fiscal, en fait, c'est un ensemble d'outils qui permettent justement de mesurer le risque fiscal au sein de l'entreprise. Parce que les impôts, c'est un peu la hantise de chef de l'entreprise.
Mais ça ne doit pas être la hantise, parce que si on est clair sur, je veux dire, si on lui clarifie toute sa comptabilité, tout le système qu'il a dans l'entreprise, ça lui permet justement de dormir tranquillement et payer ses impôts à l'aise, parce qu'il le sait au préalable, à l'avance, il sait combien d'impôts qu'il faut payer. Voilà. Très bien. Alors, on reste dans le monde entrepreneurial. Nous allons passer à cet article de WeDoBiz, choisi par Monsieur de Meneval. Et là, c'est les nouvelles entreprises, ce que l'on appelle les startups. Les startups d'avenir connaissent toutes le New York Lab, cet espace de coworking, c'est des termes un peu nouvelle génération, pour travailler ensemble, créer. Oui, alors pourquoi cet article? L'idée, c'est de repenser un petit peu à qui sont ces entrepreneurs, tout cet environnement d'affaires, pour qui on le fait, c'est pour ces entrepreneurs et aussi pour ces jeunes. Et je pense qu'il y a une scène qui est en train de bien évoluer au Maroc et très intéressante. Je me déplace de plus en plus à Casablanca pour faire partie de jurys, de compétitions de plans d'affaires. J'apprends beaucoup parce qu'on voit plein de gens qui ont des idées très intéressantes. C'était un peu un message pour dire aussi que, au-delà même de toutes ces complexités administratives, il y a une scène qui est très dynamique, qui est privée. Alors c'est pas le New York Lab, c'est le New Work Lab. New Work Lab. Mais c'est un espace très intéressant que j'ai. Et moi qui partais à New York. Voilà. En tout cas, c'est sur le modèle américain, n'est-ce pas? C'est sur un modèle américain, mais maintenant très international et qui, je pense, au Maroc, devra être probablement et pourrait être étendu, auquel nous sommes en train de réfléchir dans le cadre d'un projet jeune, où il s'agit de donner un espace aux jeunes ou dans lesquels ils peuvent commencer à démarrer leurs entreprises. Et si dans cet espace-là, ils peuvent mutualiser leur approche, même à l'égard des procédures administratives, vous pouvez résoudre beaucoup de problèmes. Voilà. D'accord. Alors justement, pour rester dans les réformes, et on va terminer avec cet article de Monsieur Ben Mansour qui parle d'une autre réforme. Il nous donne un petit cours d'histoire ou un petit rappel historique. La réforme a profondément modifié la Suisse. Oui, mais quelle réforme? En fait, la réforme avec un grand R. Oui. En fait, c'est un article que j'ai lu ce matin, pas plus tard que ce matin, sur la tribune de Genève, et qui m'a beaucoup interpellé parce que j'ai trouvé dedans des parallèles extraordinaires avec la situation que nous vivons aujourd'hui, nous, musulmans, monde musulman. Et cet article, en fait, il parle de la réforme avec un grand R. Et la réforme avec un grand R, nos amis chrétiens savent ce que c'est. En fait, c'est au XVe et au XVIe siècle, quand l'Église a décidé d'enclencher un mouvement de remise en question, de mise à niveau, qui a touché des dogmes, qui a touché les structures. C'est éminemment religieux. Et bien sûr, dans cette réforme qui a duré 2 siècles, il y a eu dedans la grande réforme luthérienne, donc les protestants. Et naturellement, il y a eu des guerres fratricides entre catholiques et protestants et des bains de sang. Et il y a un pays qui a décidé, dans toute cette perturbation que connaissait l'Europe, qui a décidé de traverser calmement, qui est la Suisse. En fait, les Suisses avaient décidé au XVe siècle et au XVIe de dire nous voulons dialoguer, nous voulons la tolérance, il y a le vivre ensemble. Et tout ça, en fait, ça m'a interpellé sur 2 points. La situation que vit aujourd'hui le monde musulman, et puis ce pays qui fait l'exception dans une région. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais en tout cas, moi, ça m'interpelle. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Merci, messieurs, d'avoir répondu présent à cette émission. Je vous remercie, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous vendredi prochain à 22 h pour un nouveau l'Hebdo Écho. Très bonne suite des programmes sur Média TV.